Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le tout premier numéro de Durabilité et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Votre podcast indépendant qui donne la parole aux acteurs du développement durable et à leurs propositions, idées et autres solutions pour résoudre les problématiques actuelles et futures dans ce domaine. Je suis Nicolas Desprats et pour ce premier épisode, j'ai la chance et le privilège d'être reçu dans les locaux de la société Aquama par son fondateur, j'ai nommé Monsieur Willy Lionel Pomatios. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil dans vos locaux ici à Tolochna. Première question, simplement pour démarrer, pourriez-vous nous présenter en quelques mots et surtout, vous présenter déjà vous en quelques mots et surtout nous expliquer ce qu'est l'entreprise Aquama et puis quel est votre secteur d'activité ? Alors me présenter, donc j'ai créé l'entreprise en 2013, donc je suis issu d'écoles hôtelières au départ, de différentes écoles hôtelières où j'étais spécialisé au départ dans tout ce qui était gestion hôtelière. Jusqu'à ce que mon fils vienne au monde en 2006. Et puis, c'était génial, j'habitais Puy-Centre, j'avais plein de voitures dans mon garage, j'avais une magnifique vue sur le lac, c'était superbe. Par contre, je me suis dit, mais en fait, c'est bien, mais je vais laisser quoi ? Donc si c'était juste laisser de l'argent, ça m'embêtait un petit peu. Si c'était juste laisser des voitures dans un parking, c'était très bien, mais ça m'embêtait aussi un petit peu. Puis je me suis dit à un moment donné, mais en fait, il y a une question de valeur. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre qui va faire que les générations futures auront en fait autre chose que ce que nous, on a eu. Et donc, vous avez troqué les voitures de sport et de collection pour... Alors, à l'époque, j'ai acheté une Prius. Donc déjà, c'est ce que j'avais lu sur votre site, Ouais, c'est que vous êtes passé à une Prius en 2006-2007, qui était encore assez rare à l'époque. Alors, c'était extrêmement rare, c'était très cher aussi. J'avoue que je suis arrivé en fait chez Toyota avec une magnifique Alfa Romeo 156 noire, très très belle. Et je me souviendrai toujours la tête du vendeur de Toyota qui était italien, qui avait une seule Toyota Prius pour toute la Suisse romande. Et je lui ai dit, écoutez, je vais l'acheter. Puis j'ai cru qu'il s'est demandé si c'était vrai, en fait. Il m'a demandé plusieurs fois si j'étais bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez acheter cette voiture ? C'est exactement ça. Donc j'ai dit oui. Oui, parce que je me suis rendu compte que si moi, je demandais toujours aux autres de changer, mais moi, je ne changeais pas. Et en fait, je me suis dit, mais si je veux être acteur de ce changement, il va falloir que moi, j'en fasse partie. Et que je montre la voie, en fait, ma voie à moi. Donc, modestement, l'objectif, c'était juste de dire, OK, qu'est-ce que je fais pour que ça change ? Et donc, c'est là qu'arrive Aquama. Alors, c'est là qu'arrive Aquama. C'est ma fiduciaire qui m'a présenté, en fait, un monsieur qui était docteur, qui faisait au départ, en fait, de la potabilisation d'eau, puisque j'avais différents projets pour faire en sorte de ramener, en fait, l'écologie au centre du jeu, pour faire en sorte qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, Ah, je vous confirme, c'est à l'époque que j'ai commencé mes études, je vous confirme. Donc c'était un petit peu seul au milieu du désert, mais disons que j'ai rencontré ce monsieur, ça s'est excellemment bien passé, et puis on a commencé à mettre au point des machines où j'ai commencé à lui poser des questions. Lui faisait de la potabilisation d'eau, l'objectif était de dire ok, est-ce qu'on peut ramener de la détergence et de la désinfection sur Terre quelque part, mais de manière totalement non chimique, avec le même processus. Il s'est gratté la tête pendant 3 mois, il est revenu, m'a dit oui, c'est bon. On a commencé en fait à faire les premiers prototypes. Et je dirais première machine, alors elle tenait quasiment une pièce complète quand on voit ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, qui a été posée d'ailleurs au comité olympique, qui était le premier client. Ça c'est la classe quand même. Ouais, ça c'est la classe, grâce à une entreprise qui s'appelle Blanc et compagnie, puisqu'ils y ont cru en fait immédiatement. Et puis ensuite, deuxième client, Aéroport de Genève, où je dirais ça a changé quand même l'avenir d'Aquama à ce moment-là. Ça a changé l'avenir d'Aquama parce que Monsieur Gaspo à l'époque était le numéro 2 de l'aéroport de Genève, est venu un jour avec Monsieur Placa et un monsieur qui s'appelle Monsieur Planas aussi en me disant écoute, c'est génial, ce que tu fais c'est super top, mais nous on a des entreprises qui sont des boîtes de nettoyage et on aimerait bien que ces entreprises-là en fait se servent de solutions Aquama, mais on aimerait bien pouvoir le quantifier pour faire en sorte de pouvoir revendre la solution, parce que nous, on a un problème aujourd'hui comptable. Et en fait, ça a tout changé, parce que d'un seul coup, je me suis aperçu que moi, j'étais en train de faire des machines, et il fallait que je passe sur un concept. Donc, on allait changer complètement la structure en fait, d'Aquama. Alors justement, on va s'intéresser à ce concept juste après. Pour présenter en quelques mots, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est-à-dire que vous prenez de l'eau, vous mettez avec du sel, vous faites de l'électrolyse, oui. Et en gros, ça fait un produit javelise, en guillemets. Alors,
Oui, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une sorte de mixture, d'ailleurs, qu'on appelle un nanolithe, pour les personnes qui sont un peu plus spécialisées en chimie, qui est du coup en fait une composition de différentes molécules et qu'on arrive à faire varier. Alors, il peut y avoir un hypochlorite de sodium, il peut y avoir un acide hypochloreux et il peut y avoir un hydroxyde de sodium. En fait, en fonction de ces molécules qu'on arrive à faire varier dans le réacteur, on arrive à avoir une solution qui est plus ou moins désinfectante, ce qu'on fait aujourd'hui avec les machines, et qui va avoir des propriétés, jusqu'à des propriétés virucides en fait extrêmement fortes. Donc ça va agir comme un désinfectant en fait. Ça va agir comme un détergent désinfectant. Donc ça fait les deux en même temps. Ça fait les deux en un seul produit, donc déjà c'est pas mal déjà ça. Oui, donc du coup ça fait les deux en même temps. Ce qui au jour d'aujourd'hui est un luxe quelque part. Parce que alors nous on avait compris que c'était un luxe il y a très longtemps, mais c'est vrai que là maintenant on est en plein dedans. Donc effectivement, vous allez créer ces trois molécules avec de l'eau salée. Et puis, en fait, on a une machine qui va avoir à peu près 5 variables. Donc entre la température d'eau, le volume d'eau, le volume de sel qu'on va mettre, le volume d'électricité qu'on va mettre. Puis en fonction de ça, on va faire varier du coup les constantes pour créer la solution qu'on souhaite créer. Très bien. Donc le premier sujet, on va revenir à votre concept, à votre modèle d'affaires après, parce que c'est le gros sujet du podcast. Mais la première question, c'est si on parle juste de durabilité et d'écologie pure, pour ceux qui s'intéressent à cette question d'environnement, si on parle d'Aqama et de la thématique de la pollution des eaux et par rapport aux produits chimiques, donc si on prend toute cette problématique d'avoir des nettoyants, d'avoir des surfaces qui soient clean, qui n'aient pas de virus, surtout en ce moment on en parle beaucoup, on n'est pas là pour parler de ça, mais simplement c'est vrai que c'est un sujet qui est au niveau de la désinfection qui est important, au niveau de la propreté. C'est quoi la principale différence, le principal apport d'un point de vue écologique d'Aqama si on parle là-dessus, puisqu'on a bien vu ce que c'était votre produit, mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement après, quand le produit est utilisé après? Oui, dès qu'on va être en contact en fait avec d'autres types de molécules ou d'autres types de surfaces, ça va redevenir en fait de l'eau salée. Alors quand je dis de l'eau salée, attention parce qu'en fait on est quasiment à 2 mg par litre. Donc alors ça varie en fait d'une machine à l'autre et ça va bien sûr varier en fonction de la solution, mais c'est extrêmement faible. On a des clients qui nous ont dit il n'y a pas très longtemps en nous disant que si on continue à mettre du sel comme ça dans les solutions, on allait se retrouver avec des requins dans le lac. Alors je peux rassurer tout le monde, non. 2 mg par litre, c'est vrai. Ouais, quand on voit certaines villes de taille moyenne qui dépensent plus de 100 tonnes en fait, juste pour enlever la neige en fait, par année donc, de sel. Alors on est très très loin en ce qui nous concerne de ce genre de chiffres. D'ailleurs c'est absolument pas l'objectif puisque du coup on vend pas de sel, donc ça ne nous intéresse pas. On vend du litre, donc ça nous intéresse absolument pas en fait de faire ce genre de choses. Pas de perturbateurs endocriniens, pas de chloramine, pas d'adjonction de quoi que ce soit en fait, qui au jour d'aujourd'hui compose d'ailleurs, et d'ailleurs ça va être une véritable catastrophe cette année, les produits de désinfection notamment, parce que c'est clair que quand on voit le volume de produits désinfectants qui a été utilisé cette année, ou même de gel hydroalcoolique dans lequel je rappelle qu'il y a 2 molécules de carbone, puisque tout le monde a un tout petit peu oublié. Alors c'est génial parce que tout le monde nous fait des empreintes carbone et tout le monde met des gels hydroalcooliques en fait dans leur supermarché ou des endroits relativement fréquentés. À la fin de cette année, quand on aura calculé en fait ce que ça coûte, ce que ça a coûté d'un point de vue environnemental entre la logistique, les trajets, les bateaux, les avions qu'on a envoyés en fait de par le monde, etc., où tout le monde s'est excité pour pouvoir désinfecter tout ce qui bouge, je pense que la claque, elle va être assez importante au niveau de l'eau. Parce que vous, en fait, donc il y a tout cet aspect négatif par rapport qu'il y a à l'industrie de la chimie, à toute cette industrie sanitaire en fait, qui était on devait protéger la population, mettre en place. Et vous, ce que vous dites, c'est que nous, en fait, on ne relâche rien dans l'environnement de spécifique. Non, parce qu'en fait, du coup, ça redevient de l'eau salée. Donc, vous avez 3 composants naturels, et je précise bien, ils sont naturels, c'est-à-dire que l'eau, c'est de l'eau. Le sel vient de la terre ou de la mer, mais il vient de là. Et l'électricité, je rappelle juste un truc, c'est que c'est naturel, c'est-à-dire que si quelqu'un se balade avec un bateau en plein milieu de la mer avec un joli mât en plein milieu d'un orage, il comprend assez rapidement que l'électrolyse, c'est pas nous qui l'avons inventé. Non, ça fonctionne. Mais du coup, en combien de semaines, de mois, d'années, etc., la molécule qui a été créée par électrolyse, elle revient à son état initial? Alors, sur les petites... à peu près ou pas? Oui, bien sûr. Alors sur les petites machines, c'est assez rapide. C'est pour ça qu'on demande aux gens de réactiver en fait assez fréquemment, puisque du coup, on va estimer que d'ici sur une dizaine de jours à peu près, on est quasiment neutre.
Sur les grosses machines, la solution est beaucoup plus stable en fait dans le temps. Par contre, puisqu'on est sur 6 mois à peu près de stabilité, donc 6 mois pour les machines industrielles, on va dire. Oui. Par contre, dès qu'elle va être de nouveau en contact en fait avec une surface, vous avez un échange d'ions et de cations qui se fait, que du coup en fait on redevient de l'eau salée quasiment instantanément. Donc quelque part, c'est comme vous dites dans votre campagne sur vos affiches, quelque part, c'est-à-dire que c'était un nettoyant biodégradable. Oui. Alors il faut savoir que d'ailleurs on y viendra peut-être après. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe, puisque je rappelle que la Suisse n'est pas dans l'Europe, mais enfin, les lois européennes en fait nous contraignent, même en Suisse, à ne plus pouvoir utiliser le terme de biodégradabilité et le terme d'écologie en fait sur ce que nous on est en train de faire. Donc c'est-à-dire que là, cette année, on nous a demandé de bien vouloir enlever la totalité des mots écologiques, biodégradables, etc. sur la totalité en fait de nos solutions dans le monde. Donc ça, c'est l'Union européenne qui vous a demandé ça. Oui. On va pas revenir sur la catastrophe qu'est l'Union européenne, mais enfin ça fait qu'un clou de rajouter au cercueil, quoi. En fait, c'est-à-dire que avis personnel, évidemment. Il faut savoir qu'avant la fin de l'année, normalement, nous, on est obligé d'avoir des autorisations européennes pour pouvoir officier en Suisse. Donc on est carrément en train de marcher sur la tête. Alors peut-être qu'on est en train de passer à la question qui suit, mais en fait on est carrément en train de marcher sur la tête. C'est-à-dire que nous, avant la fin de cette année, si on n'a pas les autorisations européennes qui coûtent pas grand-chose, 50 000 euros, pas grand-chose, ça veut dire qu'on ne pourra pas officier en fait en Suisse. Et le FSP ne pourra pas renouveler en fait nos autorisations. Donc je vais résumer votre propos. Ce que vous êtes en train de me dire donc, dans ce podcast, assez critique ou sceptique par rapport à l'Union européenne, c'est que Aquama, c'est une entreprise basée en Suisse, qui a son siège social en Suisse. On est ici au bord du lac Léman, donc on n'invente rien. Voilà. Et donc la Suisse à l'heure d'aujourd'hui, à moins que je me trompe, n'est pas membre de l'Union européenne. Elle a des partenariats avec, mais elle n'est pas membre de l'Union européenne. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'avant la fin de l'année, cette institution extraterritoriale vous impose des mesures contraignantes ou sur notre territoire. Ou alors, contre, on va dire, monnaie clinquante et trébuchante. Exact. Alors du coup, si vous voulez, moi je suis pas là pour le juger parce que je suis pas politique et. Non, vous êtes chef d'entreprise. Par contre, je suis chef d'entreprise. C'est-à-dire que moi, ça me pose un problème. Alors d'une part de souveraineté par rapport à notre entreprise et par rapport à où on est. Ça nous pose un problème personnel. Et puis derrière, ça veut juste dire que si c'est les prémices de la suite, ça risque d'être sympa. Parce que au jour d'aujourd'hui, pour nous, il faut comprendre quelque chose, c'est que du coup, c'est plus facile d'arriver aux États-Unis ou d'arriver en Chine demain matin que de continuer à faire ce qu'on est en train de faire en fait sur Suisse ou dans l'Europe, puisque l'Europe nous impose d'avoir en fait des autorisations européennes, même en Suisse. Puis après, vous avez chaque pays qui nous impose en fait des autorisations par pays. Donc ça veut dire que vous avez 27 pays qui vous imposent en fait des autorisations que vous allez repayer, plus l'Europe. C'est beau, hein. C'est pas magnifique. Mal. Alors, à titre personnel, pour avoir pas mal réfléchi sur la question, c'est vrai qu'elle est pas mal renseignée. C'est vrai que ça ne m'étonne pas, mais disons que ça reste quand même un bon scandale, quoi. Je préférerais qu'on nous dise, écoutez, vous avez une taxe, puis punct, puis du coup, en fait, on la paye, plutôt que de faire en fait toute une espèce de cinéma de trucs qu'on est obligé de repasser partout. Je préfère qu'on la tournée administrative, quoi. C'est ça. C'est mieux. Alors voilà. Donc du coup là on arrive sur du lobbying parce que maintenant là ça c'est du lobbying, c'est-à-dire du coup vous avez des gens qui officient pour faire en sorte que ça soit très compliqué pour des petites entreprises que nous sommes en l'occurrence pour pouvoir en fait accéder à différents territoires. Puis là on commence à vraiment le ressentir et ça c'est dommage parce que ça coupe l'innovation. C'est très clair, quoi. Et donc du coup, c'est des grandes entreprises, par exemple de la chimie, par exemple, font un lobbying à l'Union européenne, puisque je vous rappelle juste sur cette chaîne qu'il y a plus de lobbyistes par parlementaire à Bruxelles qu'à Washington. Alors pourtant à Washington, au Congrès américain, c'est quelque chose de tout à fait admis, alors qu'à Bruxelles, tout le monde dit mais non, mais il n'y a pas de lobbying, etc. Alors je rappelle juste qu'il y a plus de lobbyistes par parlementaire à Bruxelles qu'à Washington, donc on ne va pas tellement faire la leçon au reste du monde. Et donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que des entreprises, on va dire, innovantes, qui proposent des solutions, notamment pour lutter contre des problèmes écologiques, sont on va dire, contrecarrés. Vont avoir des contraintes supplémentaires, en fait. Et c'est clairement l'objectif, c'est-à-dire on le sent. Et je dis bien, c'est dommage. Moi, je les juge pas. Eux, ils prêchent pour leur paroisse, c'est tout à fait logique. Chacun essaye de le faire. Par contre, l'objectif, c'est que si on est dédié quand même à l'intérêt commun, et c'est notre cas, effectivement, ça peut poser un souci. Je ne sais pas si vous avez là, on dévie un petit peu, mais j'avais une question. Est-ce que vous avez
contacté les autorités suisses ou vous avez eu un échange avec par exemple le FSP ou Oui, que oui, sais-je? mais le FSP, eux, alors déjà, je dois dire, il faut vraiment le dire parce que on a vu passer beaucoup de choses par rapport à l'OFSP, en tout cas en ce qui nous concerne l'année passée. Sincèrement, ils ont eu un travail, j'aurais pas voulu le prendre. Faut le dire. C'est-à-dire, ce qui s'est passé l'année passée, où d'un seul coup, vous avez toutes les autorisations qui ont dû être faites dans l'urgence pour toutes les entreprises, donc faire des listes complètes de tous les produits, les lister, etc. immédiatement, parce qu'en fait, du coup, il y avait une urgence sanitaire. Effectivement, j'aurais pas voulu être à leur place, et sincèrement, alors je leur ai déjà dit au téléphone plusieurs fois, mais bravo, parce que j'aurais pas voulu prendre cette pression-là, en tout cas la pression qu'ils ont prise, parce qu'elle était quand même, enfin le spectre de pression, il était énorme. L'OFSP, lui, il est juste là en fait pour valider Oui, en bien fait sûr. ce qui est fait par la Confédération, les différentes chambres, etc. Donc du coup, eux, concrètement, ils font que remonter en fait un certain nombre d'informations, ils mettent en place les choses telles qu'elles doivent être, et puis voilà, c'est comme ça que ça se Mais passe. est-ce que vous avez eu par rapport à vous avez donc c'est pas nouveau ce problème, enfin ça fait combien de temps que vous êtes Ça s'accentue quand même assez fortement. On le voit d'un point de vue international. Vraiment, chaque pays est en train d'essayer de mettre en place, en tout cas les gros pays sont en train de mettre en place en fait des structures qui sont quand même assez contraignantes d'un point de vue global. D'un autre côté aussi, on le voit avec typiquement les vaccins ou d'autres types de solutions désinfectantes. Le pays doit jouer le rôle de gendarme entre guillemets de ce qui est mis sur le marché et doit aussi le faire. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un peu entre le marteau et l'enclume. Par contre, là, on a une délégation, en fait, on a une délégation de l'administration de quelque chose ailleurs. Ça me dérange. Et c'est hyper dérangeant et c'est le principe malheureusement de certaines superstructures comme notamment l'Union européenne qui crée plein mal de problèmes dans plein d'États à cause de ça. Oui. La question c'est est-ce que vous avez fait part de votre problème à des institutions Oui, helvétiques et est-ce que vous avez reçu du soutien ou est-ce qu'ils ont pris connaissance du problème? non, ils ont pris connaissance, mais c'est clair que, je dis bien pour eux, quelque part, ils appliquent qu'ils doivent mettre en place. Donc, je leur jette surtout pas la pierre parce que je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'il y ait certaines choses qui ne se passent pas. Donc, pour poursuivre notre entretien, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce que vous avez commencé à parler, c'est-à-dire le concept Oui. d'Aquama et justement, on va revenir sur votre modèle d'affaires, c'est-à-dire que vous êtes retrouvé face à une situation où il fallait développer un nouveau modèle d'affaires. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans votre entreprise, au-delà de la solution, on va dire, technique et scientifique dont on a parlé, c'est-à-dire cette électrolyse de l'eau salée qui après se dégrade naturellement dans l'environnement. Oui. Et qui est efficace à 99,5%, donc vous l'avez déjà expliqué, comme solution désinfectante et détergente. Mm-hmm. La question, c'est votre modèle d'affaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous en expliquer assez rapidement et assez de manière que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne le modèle d'affaires d'Aquama? Alors, il fonctionne en fait en ce qu'on appelle en éco-partage. Donc, ça veut dire que chaque personne qui a une machine Aquama a et aura encore plus dans pas très longtemps, puisqu'on sort la nouvelle app la semaine prochaine, aura la possibilité et a la possibilité de faire en sorte que toute personne externe puisse venir se servir sur une machine. Donc, on répète, les machines Aquama, c'est les machines qui servent à électrolyser l'eau et à faire le produit. Donc si vous voulez, la machine fait le produit. Voilà, donc qu'on explique un petit peu, parce que sinon les gens qui n'ont jamais eu une machine, les gens qui ont une machine voient très bien ce que vous voulez dire. Oui, alors les gens qui n'ont jamais utilisé Aquama ne le savent pas. Donc il faut juste expliquer un peu, parce que comme on n'est pas à l'image et que c'est du son, voilà. Bienvenue au 21e siècle. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est simple, c'est-à-dire, enfin pour moi en tout cas c'est très simple, c'est-à-dire vous avez une machine qui va créer une solution de détergence et de désinfection pour lequel on peut faire varier la puissance de l'un ou de l'autre. D'accord ? Avec du coup de ce dont on a parlé, tous les dépôts FSP nécessaires en fonction des types de solutions. Donc c'est pour ça que si les gens vont sur le site de l'OFSP au passage, ils retrouveront plusieurs types de solutions sur lesquelles nous on a avalisé et validé en fait la puissance. Voilà, que ce soit efficace et que ce soit conforme aux normes. Exact. Donc il y a la machine. Cette machine, elle est connectée à une application et sur l'application, ça marche avec un système de crédit, donc vous venez, vous créditez, etc. Vous servez. Si c'est votre machine, vous avez un prix en fait qui est relativement faible puisque ça oscille entre 7 centimes et 1 franc et des patates. Donc c'est vraiment bas, parce que si vous considérez que vous allez demain matin, même à la Migros, en fait, n'importe quel supermarché, ça sera de toute manière au-dessus de 5 francs, en fait, ça c'est clair. Et en plus, une fois que vous avez fini votre désinfectant, vous allez jeter en fait votre joli emballage, ce qui est bien sûr pas du tout dans le concept d'Aquama, c'est-à-dire que vous le gardez, votre emballage. Chez nous, il est imprimé et d'ailleurs, il dure extrêmement longtemps et on fait tout ce
tout ce qu'on peut pour que ça dure le plus longtemps possible. Et simplement, on remplit à chaque fois. Et vous remplissez à chaque fois avec l'application. Des détergents quand on a besoin, quoi. Exact. Et puis du coup, ce qu'on a pondu là maintenant, en fait, d'ailleurs ça me fait très plaisir que vous soyez là parce que ça tombe exactement au bon moment, c'est que via le système applicatif, vous avez la possibilité de sélectionner la puissance de désinfection que vous voulez avoir à l'instant T. Donc moi, je peux prendre l'application Aquama sur mon téléphone. Ouais. Donc, on va expliquer un peu comment ça fonctionne. Du coup, vous téléchargez l'application. La première fois, vous avez 600 ml qui sont offerts de telle manière à pouvoir essayer, déjà au passage. Vous avez un système de crédit, vous chargez votre crédit, vous allez vous sélectionner, enfin vous allez vous charger sur n'importe quelle machine qui apparaît sur la carte. Une fois que vous êtes en face, vous, en tant que client privé, par exemple, vous allez payer en fait un certain prix. Nous, Aquama, on va prendre quelques petits centimes au passage, qui fait que du coup, on a une durabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de refaire en fait un produit parce qu'on va prendre un tout petit peu tout le temps. Et puis, vous misez sur la durée. Exact. Ça veut dire qu'on a un investissement de départ pour la machine. Exact. Et après, elle va être rentabilisée au fur et à mesure du temps. Exact. Pire, elle va rapporter de l'argent. Donc si on considère un modèle par exemple comme l'aéroport de Genève ou différents types de clients, genre Manor aussi, parce que Manor s'y est mis, du coup vous avez un endroit avec une machine, les clients viennent, se servent. Et d'ailleurs ils partent sans même passer par la caisse chez Manor, parce que du coup c'est payé automatiquement avec l'app. Manor touche de l'argent, nous on touche de l'argent, le client a payé, tout le monde est content, on a réduit la charge CO2 de manière drastique, parce que je rappelle que du coup c'est produit en Suisse avec une solution qui sort du robinet. L'eau du robinet et puis des sels, quoi. C'est du sel de baie, donc on peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus local. On n'a pas trouvé plus court. Et même chose, du coup, dans chaque pays sur lequel Aquama est, on a de l'eau qui est de l'eau du robinet et du sel qui est local. Et du coup, vous sélectionnez du coup votre solution. La solution que vous allez sélectionner, c'est virucide en ce moment parce que les 3/4 des gens ont besoin d'une solution virucide, mais peut-être que demain il n'y a plus de pandémie et peut-être qu'on n'a plus besoin d'avoir une solution virucide. Par contre, ça veut dire qu'on a toutes les machines en place en cas d'un nouveau pic de pandémie. Donc quelque part, non seulement il y a un aspect, on l'a expliqué, durable, mais en plus, là, ce que je dis, c'est qu'il y a un aspect résilience. C'est-à-dire qu'une fois que la machine est installée, du moment qu'on a l'eau et le sel, c'est parti, quoi. Oui, vous prenez un client comme l'aéroport de Genève, ils vont faire par exemple 300 000 litres avec une machine. Il y a à peu près 13 sociétés de nettoyage qui vont venir se servir dessus. Dans différents services. Et les machines, elles ont duré en fait plusieurs années. On a changé ces machines en fait il n'y a pas longtemps. On a fait remonter ces machines en fait dans notre propre manufacture en Allemagne. On les a désossées, ce qu'on ne pouvait pas garder, on l'a redonné, ce qu'on pouvait garder, on l'a remis en service et c'est reparti. Donc non seulement il y a pas de perte en fait, c'est ça. Le moins possible. Enfin, en tout cas, il y a toujours des pertes un peu marginales, mais vous essayez, le but de l'entreprise, c'est chaque fois d'année en année d'essayer de limiter de plus en plus les pertes. Oui, parce que ça nous intéresse surtout pas de changer quoi que ce soit. Non, parce que vous, basiquement, si comme vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise à faire tourner, donc le but c'est quand même, et on n'est pas là pour critiquer, mais le but c'est quand même de faire de l'argent. Oui. À un moment donné, c'est clair que vous, comme vous vendez le produit et pas la machine, c'est clair que les machines, comme elles sont à vos frais, entre guillemets, c'est vrai que si vous réutilisez le plus possible et qu'elles sont le plus durables, vous faites le plus d'argent. Exact. Donc il y a un double intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt écologique, il vient aussi avec basiquement l'intérêt que l'entreprise soit ait du succès. Oui. Donc ça, c'est assez intéressant comme on renverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous vendre du matériel, non. On est là pour vous vendre une fonction. Oui. Et comme c'est vous qui vous chargez de remplir la fonction et que les gens payent sorte d'abonnement quand ils ont besoin d'utiliser la fonction. Exact. Mais c'est très intéressant de refaire parce que c'est un peu le même principe qu'on avait vu par exemple pour les SodaStream ou pour les imprimantes. Oui. Où les gens disent en fait on vous paye à les feuilles imprimées. Ouais. Donc je sais pas, c'est tant de francs tous les 100 feuilles ou comme ça, mais simplement que nous on s'occupe de l'imprimante, donc on renverse l'obsolescence programmée. Oui. Puisque pour l'imprimeur, le but c'est que son imprimante elle dure le plus longtemps possible et qu'il ait moins de maintenance dessus parce que du coup il va faire une plus grosse marge, quoi. Bien sûr. Donc l'objectif c'est de surtout pas faire en sorte en fait d'envoyer des bidons, d'envoyer en fait quoi que ce soit. Alors au départ on est toujours obligé de le faire parce que le client veut bien sûr toujours tester. La première fois en général le client teste, mais la deuxième fois c'est veuillez télécharger l'application. Donc c'est le seul truc qu'on lui dit. Vous téléchargez l'app, puis vous allez vous le servir. Puis vous refaites votre jerrycan. Puis quand le gars il s'aperçoit qu'en fait il y a une machine qui est à côté de chez lui, il fait mais en fait ok. Vous avez parlé de votre concept, c'est-à-dire un maximum de choses locales, puisque à part en fait les machines qui sont fabriquées et réparées en Allemagne, c'est ça ? Alors pour les grosses machines c'est en Allemagne, pour les petites c'est en Asie, notamment Corée, pour des questions de brevets en fait. Il faut savoir que vous avez beaucoup de contraintes de par le monde.
Et la prochaine génération, donc la Falcon S, elle sera aussi fabriquée en Allemagne. Donc les petites machines, en fait, seront aussi fabriquées en Allemagne. Donc on est en train, si vous voulez, ce qui doit être en Asie, fabriqué en Asie pour l'Asie, est fabriqué en Asie. Ce qui est fabriqué du coup en Europe est fabriqué en Europe pour l'Europe. Et donc du coup, ce qui m'intéresse d'un point de vue suisse, et on l'a parlé avant, c'est-à-dire qu'en gros, ce que vous êtes en train de présenter comme concept, et imaginons qu'on puisse aller encore toujours un peu plus loin, c'est vous pouvez proposer une solution en cas de fermeture des frontières ou en cas de pénurie, vous êtes en train de proposer une solution de souveraineté en termes de détergents et de désinfectants. Oui, d'ailleurs on était très surpris que l'armée renouvelle en fait ses stocks d'éthanol. Au passage, parce que ça veut dire que si l'armée nous avait contactés, alors on les avait eu en contact en fait avant, mais si l'armée nous avait contactés simplement pour implémenter des machines dans des bunkers, parce qu'elles fonctionnent avec ou sans application d'ailleurs, système applicatif, ça veut dire qu'ils n'auraient pas du tout en fait recommandé quoi que ce soit, c'était présent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc, du coup, c'est déjà présent, il n'y a pas besoin de renouveler. Non, et donc, pas en fait, il faut juste avoir l'eau et le sel de temps en temps. C'est ça. Donc du coup, et tous les pays du coup arrêteraient de faire ce qu'on est en train de faire, où on a vu passer des chargements en fait qui étaient stoppés par la douane française qui débarquaient depuis la Suède pour aller en Espagne. Enfin un truc, nous on a eu la chair de poule en fait, c'était incompréhensible. Donc si les gens en fait on veut mettre la détergence et la désinfection, et d'ailleurs au passage la potabilisation d'eau, puisque je rappelle que les machines peuvent le faire aussi, le plus proche possible des gens, peu importe où ils sont. Et donc du coup ce que vous avez dit, c'est que chaque pays, du moment où il a son énergie, son eau et ses sels, son approvisionnement en sel, en fait, peut être, avec vos machines, peut être indépendant de manière pour les prestations que vous proposez. Oui. Donc il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne quand on a lancé Aquama Pacific à Singapour. On était en train d'expliquer devant un parterre de gens, donc en novembre 2019. Bon timing. Que à la prochaine grippe aviaire ou grippe porcine, le seul moyen de contrecarrer ça en fait immédiatement, c'était d'avoir les solutions Aquama dans la journée Dans la journée, parce que c'est là, donc c'est présent. Donc ça veut dire que vous pouvez passer en mode pandémie direct. Vous appuyez sur virucide et c'est parti. Et voilà. Donc ça, nous ça, on a commencé à le prévoir en 2013. Je le dis juste, c'est-à-dire que nous en fait, on a travaillé en ce sens depuis lors pour faire en sorte que on savait très bien qu'on allait arriver à être 8 milliards et des patates sur Terre. Ça veut dire qu'avec des voyages, en fait, et des gens qui voyagent partout. Et puis surtout, en plus, en Asie, je vous interromps, en Asie, ça doit particulièrement cartonner, vu qu'ils ont des grandes villes, une grosse proximité. C'est quand même là que partent la plupart des pandémies dans l'histoire, parce que c'est là, il y a beaucoup de villes, il y a une grosse proximité, donc ça aide à la propagation des virus et autres maladies. Donc c'est vrai qu'eux, ils ont dû être vachement intéressés par votre concept. Oui, on vient d'ouvrir, donc on a fait les Philippines, qu'on vient d'ouvrir en fait sous franchise de Aquama Pacific, donc à Singapour. Donc il y a Singapour, les Philippines, il y a Hong Kong qui est en train d'ouvrir. On est en train de faire en fait la partie australienne. Donc eux, ils ont bien compris en fait, et assez vite, ça va beaucoup plus vite, je dirais quelque part que chez nous, où nous on n'est pas habitués en fait à avoir une pandémie qui débarque en fait avec un truc qui nous bloque complètement. On a vu qu'on n'était pas habitués. Ça c'est sûr. Mais ça va se représenter de plus en plus souvent parce que on a des voyages en fait avec des gens qui voyagent énormément de par le monde. Donc ça veut dire que quand nous on a compris qu'ils coupaient pas les frontières et que on continuait les vols en fait depuis l'Asie, nous il faut savoir qu'en février 2020, donc bien avant en fait que d'ailleurs la Confédération dise quoi que ce soit, j'ai mis tout le monde à la maison. Donc on a mis tout le monde à la maison immédiatement. On a compris tout de suite que ça allait partir en sucette. J'aurais une question. On parlait avant des limites, donc vous avez parlé de tout ce qui est l'administration européenne. On va pas revenir dessus puisqu'on a fait une grosse séquence dessus. Oui. Moi, j'aurais une question. Comme je me suis intéressé à votre entreprise et à votre concept, j'aurais une question un peu. Et c'est un peu la question piège du jour. C'est est-ce que une des limites, c'est pas justement cette dépendance à l'application? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'explique dans le sens où, à moins que je me trompe, votre machine, votre moyen de paiement, votre modèle d'entreprise ne fonctionne que grâce au numérique. Alors, oui et non. Alors expliquez. Défendez-vous devant cette accusation. Alors, oui, je me vile. Non, en fait, il faut savoir que bien sûr, on a des clients aussi qui sont des clients typiquement où vous ne pouvez pas avoir en fait des systèmes applicatifs parce que vous êtes sur des endroits protégés. Quand les ondes ne passent pas dans des bunkers, dans des sous-sols, des parkings, comment ça fonctionne? Alors, au-delà des ondes qui ne passent pas, mais des fois, vous ne pouvez simplement pas pour des raisons de sécurité en fait informatique. Il n'y a pas un accès du réseau interne par rapport au réseau externe. Donc, là, ça fonctionne en fait. Alors, bêtement au forfait, c'est-à-dire à ce moment-là, vous avez un gars qui passe.
puis on fonctionne au forfait de manière tout à fait, alors je dirais ça c'est très suisse, c'est très chez nous, tout à fait classique, c'est-à-dire que du coup on dit bon bah ok, on sait que la machine, on va produire X milliers de litres en fait par année, on a identifié que le gars, on remplace tant de bidons de chimie qu'il commande habituellement, et puis on lui met un forfait en place, on fait un compteur dessus, point barre. Donc ça c'est la première. Deuxième, pour ceux qui n'ont pas besoin d'un environnement sécurisé, on a la partie RFID. Donc il faut savoir que les machines peuvent fonctionner avec de la RFID. Et à ce moment-là, c'est la machine qui émet. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que les machines sont totalement télémétrées. Donc ça veut dire que on a l'information en fait quand la machine a un problème, même si on fait une sorte de machine learning, parce que du coup elle apprend la machine au fur et à mesure. Donc on a vraiment créé une boîte IT chez Aquama. La machine elle apprend en fait au fur et à mesure, puis elle dit ok, j'ai eu ça la dernière fois, comment est-ce que je fais pour aller mieux? Et puis en même temps, du coup nous aussi on fonctionne. Alors on peut plus dire qu'on est une startup parce que c'est plutôt une scale-up vu le développement, mais on fonctionne vraiment en mode startup, c'est-à-dire ok, comment on va faire pour aller plus vite, mieux, plus loin, sans pour autant rajouter des moyens qui sont des moyens de multinationales. Voilà. Donc il n'y a pas une dépendance. Alors pas que. Il n'y a pas une dépendance, on va dire, très critique à la technologie. C'est ça que vous voulez dire? Non, parce qu'en fait, la mutualisation, elle peut se faire en fait bêtement avec une carte RFID. Voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir, on a des machines qui vont partir typiquement pour l'Afrique, le Rwanda, le Kenya. Justement, là, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau de la couverture réseau, quoi. En fait, la mutualisation, c'est simple. Vous avez une dame qui est à côté, et puis c'est elle qui distribue. Donc nous, en fait, on fait juste ce que fait une dame, sauf qu'on l'a numérisé, mais c'est exactement la même chose. Au niveau de la diffusion et de l'avenir d'Aquama et de la diffusion dans le monde, donc vous avez parlé de vos soucis avec l'Europe, vous avez parlé du développement en Asie. Oui. Pour ce qui est du reste du monde, vous avez un mot à... Oui, alors on a commencé... Où on en est, quoi, en fait, c'est simple. Donc l'Allemagne, donc il y a Aquama Deutschland, qui est depuis 2018 actif, représente au jour d'aujourd'hui, alors bizarrement on a très peu développé, mais c'est notre marché principal, mais on n'a rien fait quasiment. La France est notre deuxième marché sur lequel on a une très très bonne couverture en distribution, donc avec un distributeur exclusif sur place, qui s'est donné les moyens depuis le départ en fait, de mettre en place des choses. Ça n'a pas été facile pour lui. Et puis la Suisse, bien sûr, qui est notre hub. Alors, on n'a pas beaucoup développé la Suisse alémanique, il va falloir qu'on le fasse quand même. Même si ma femme est suisse-allemande, il va falloir qu'on le fasse. Surtout qu'en plus, les Suisses alémaniques, vu la petite pique, mais vu l'attention qu'ils portent à tout ce qui est désinfectant, propreté et compagnie, voilà. Oui, alors c'est quand même connu que c'est quand même des maniaques du nettoyage. Alors, exact. Du coup, on a des velléités en fait sur la partie suisse alémanique, mais c'est vrai que il faut tout faire en plusieurs langues en fait en Suisse, etc. Il faut avoir une personne en fait de l'autre côté, et puis il faut savoir qui vous embauchez, si c'est un Bernois, un Zurichois, un Lucernois, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà. On a la partie Caucase qui a été développée, donc on a déployé en fait cette année sur la partie Caucase en Géorgie pour Azerbaïdjan, Kazakhstan, Géorgie, Arménie. On a toute l'Afrique de l'Ouest qui a été mise en place. Non, Afrique de l'Est qui a été mise en place avec le Rwanda, le Kenya. Donc ça c'est en cours. Les grands lacs, tout ça. Ouais. Oui, puis en fait ils sont extrêmement sensibles à ce qu'on est en train de faire puisque ils ont un lien direct avec l'environnement. Nous, on a l'impression qu'on habite en ville et que c'est pas grave, le lac il se polluera jamais. Ouais. Mais non, oui, ils sont dépendants de leurs ressources directes, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça, Riyad, où la première machine en fait est arrivée en fait sur place pour la partie Arabie Saoudite, et l'objectif étant de développer toute la partie Middle East, donc Riyad, Abu Dhabi, Dubaï, etc. Sur lequel il y a quand même une sensibilité par rapport à ce qui se passe sur ces pays-là. On a dit avant donc la partie liée à l'Asie, donc Singapour, Philippines, Hong Kong, et en développement sur la partie Australie. Donc nous, on a un développement qui est assez fort. Ça représente à peu près 280% d'augmentation en termes de chiffres, en termes de développement. Ça a été quand même assez brutal. Faut être assez clair. Donc en fait, vous n'avez pas à part continuer sur essayer de remplir les demandes qu'on vous faites, donc que l'offre puisse suivre la demande et de vous adapter à tout ce qui vous est demandé et d'améliorer votre concept. Vous n'avez pas de stratégie particulière parce que en fait déjà vous êtes déjà en croissance, on va dire, soutenue.
Ouais, Vous n'avez pas de stratégie particulière pour on va dire la décennie à venir, quoi. alors, c'est vrai que je suis pas genre de gars à me reposer sur mes lauriers. Donc on a On a vu. Ouais, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'on est en train de développer en fait pour le futur, pour respecter ce qu'on nous on appelle les 3 E qu'on n'a plus le droit de dire, donc je vais les dire quand même. Ça c'est très intéressant. Donc l'écologie, l'efficacité et l'économie, qui sont pour nous en fait les 3 mots fondateurs en fait de ce qu'on est en train de faire, parce que si une solution n'est pas efficace, on l'utilise pas. Si économiquement elle n'est pas viable, on l'utilise pas. Et si écologiquement elle n'est pas viable, on la fait pas. Ouais. Simple. Donc c'est la base, on va dire Ouais. le cœur central de votre activité. Après, fait que vous ça. adaptez en fonction On de fait ça. que ça. Donc du coup, on modélise tout. Donc peu importe ce qui nous tombe sous la main, qu'on trouve vachement cool, on le modélise. Donc on le change. Donc vous verrez, d'ici la fin de l'année, il y a 2-3 trucs qui vont sortir qui vont quand même être assez sympas, pour justement et continuer sur ce type de modèle-là. Vous parliez au début de votre nouvelle machine, parce qu'avant, on avait vu les machines pour particuliers. Ouais. On avait vu les grosses machines pour Oui. les gros volumes. Oui. Et là, vous avez dit que cette année, vous allez sortir un nouveau modèle. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc la Falcon S, c'est une machine qui est entre deux. Donc c'est ce qu'on appelle du B2B2C. Donc ça c'est très compliqué pour les gros groupes parce qu'ils ne savent pas le faire. C'est-à-dire business to customer. C'est-à-dire j'ai une machine, moi par exemple, je suis restaurateur, je suis hôtelier ou quoi que ce soit, petite machine, je la laisse à disposition. D'ailleurs, le PFL en a commandé une exprès pour mettre sur le Swiss Convention Center, parce que le gars, quand il a vu ça, il m'a dit en fait c'est top. Donc du coup, il y en aura une vraisemblablement en fait à C'est quand disposition. même incroyable que les PFL n'en aient pas une avant 2021, quoi. Je trouve ça incroyable. C'est comme ça, c'est pas Pourtant, grave. le centre d'innovation Ils ont essayé. suisse romand, le cœur de l'innovation suisse romande. Alors on peut pas leur jeter la pierre, ils ont essayé. Maintenant c'est clair que si vous voulez, les appels d'offres au jour d'aujourd'hui se font via des très grosses sociétés qui ont en fait des accords avec la chimie. Donc du coup vous allez chercher vos rames et votre canoë-kayak et puis vous ramez tout Bonne ce que vous chance, pouvez. hein. C'est ça. À plus. C'est ça. Donc du coup nous c'est clair qu'on peut pas régater en fait avec ce type de personnes là. Raison pour laquelle on est obligé de trouver des solutions et de faire en sorte de... Alternative, quoi. Ouais. Ah bah oui. C'est comme ça qu'on a créé des solutions B2B2C, parce que du coup le gars on lui dit mais en fait vous n'êtes pas en train d'acheter un coût, vous achetez un revenu. Ça m'intéresse, quoi. Oui, Surtout on parlait des restaurateurs et des hôteliers qui Exact. ont quand même bien morflé ces derniers mois, quoi. Oui, on a équipé, alors vous avez des hôtels qu'on a équipés, donc il y a le groupe Ray qui est complètement équipé à Genève, vous avez les hôtels Base, donc Base Nyon, Base Vevey, etc., qui sont équipés aussi. Il y a quand même les hôteliers se sont bien bougés les fesses pour faire en sorte de trouver des solutions. Et je dois dire que les solutions qu'on est en train de leur apporter là, donc on va les tester là maintenant avec eux, ils ont compris qu'on se bougeait les fesses aussi pour eux. Donc du coup, je pense que tout le monde a intérêt à faire en sorte que on ait un environnement le plus sain possible, écologiquement le plus viable possible, parce que du coup ça a un impact. Oui, on l'a expliqué au début d'émission. C'est clair. Et puis que économiquement ça soit viable. Donc, c'est une société du partage et de la collaboration, c'est-à-dire moi je vous apporte quelque chose, vous m'apportez quelque chose, ouais. voilà, et en fait ensemble on crée de la valeur ajoutée et on crée de la durabilité, quoi. En fait c'est le modèle suisse si on veut bien, c'est-à-dire il y a des péréquations, il y a des cantons, il y a 7 gars qui sont sur un siège en fait à Berne, et puis vous avez des idées, vous avez du partage, etc., puis vous arrivez à mettre en place des choses. Donc on n'a rien inventé par rapport à ce qui se fait déjà aujourd'hui chez nous. Je vous remercie énormément pour cette interview. J'ai une dernière question qui sera une question ouverte et on va finir par cela. Oui. Et c'est pour ça que je vous remercie maintenant pour cet entretien. Si vous aviez un message à faire passer, un souhait pour le futur, comme un message qui partirait comme ça sur les internets, et pour un peu conclure cet entretien par rapport à ce que vous avez fait, si vous aviez un souhait, un message particulier à faire passer, ce serait lequel pour terminer? C'est vraiment pas dans un monde idéal, parce qu'on n'est pas dans un monde idéal, mais on va dire dans la meilleure version possible par rapport à ce sujet. Je pense, alors je suis modeste par rapport au message en fait que je peux transmettre et par rapport à tout ce que j'ai vu comme personnalité qui pouvait transmettre des messages d'ailleurs de manière globale. Mais c'est clair que il faut pas s'arrêter à ce qu'on voit et il faut pas s'arrêter en fait à ce qu'on connaît. Et au jour d'aujourd'hui, moi je vois beaucoup en fait de peur de gens qui s'arrêtent en fait à ce qu'ils voient et ce qu'ils connaissent et qui vont pas chercher ou gratter.
Donc il faut continuer en fait et surtout pas s'arrêter sur un nom, parce que si moi je m'étais arrêté sur un nom, en fait j'aurais même pas fait la première machine, donc je serais même pas allé plus loin que ça. Et vous auriez continué dans l'hôtellerie. Alors j'aurais continué dans l'hôtellerie, ce qui est très bien, mais si on veut mettre en place en fait des réévolutions, parce qu'en fait il y en a pas mal qui ont déjà été faites, à mon sens il faut déjà simplement les ramener en fait au cœur du jeu. Il faut pas s'arrêter en fait sur un nom ou sur quelque chose qui nous plaît pas. Si ça vous plaît pas, alors je dis toujours peut-être voilà, mais si vous avez pas la tête, le cœur et les couilles qui sont alignés, c'est que ça marche pas. Et donc quelque part, ce que vous appelez, c'est une sorte de renaissance, de nouvelle renaissance, de révolution. C'est un peu le concept ce qui s'est passé au moment de la Renaissance en Europe, c'est-à-dire que les gens pendant un moment dans l'histoire, ne se sont plus arrêtés à ce qu'ils voyaient, ce qu'ils connaissaient. Non. Ils ont commencé à réapprendre et à réévoluer. Oui. Donc c'est une sorte d'appel à une nouvelle renaissance européenne, enfin et mondiale du coup. Mais voilà. Oui, tout est là. En fait, moi je pense que tout est là. Il y a des inventeurs géniaux type Tesla & Co qui ont pas fait des voitures électriques avec des batteries, mais qui ont fait des choses en fait bien plus importantes et qui nous ont laissé. C'est un héritage en fait qu'on a. Il faut utiliser en fait cet héritage et il faut le partager. Et au jeu d'aujourd'hui, on a des peurs, donc on voit beaucoup de peurs de pays, de gouvernants, de personnes, d'entreprises, etc., qui ne se mettent pas en situation ni de partager ni de faire en sorte qu'il y ait des technologies qui sortent. Au jeu d'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas Linux sur un PC, c'est que vous faites exprès. Alors que pourtant, c'est un logiciel libre, en fait, au départ, c'est totalement partagé. Et ça a révolutionné, en fait, l'informatique de manière globale. À titre personnel, ça fait 5 ou 6 ans que j'utilise Linux, donc voilà. Quoi. Et je suis pas informaticien à la base pour autant, donc je peux aller que dans votre sens. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, il ne faut pas s'arrêter, en fait, à un nom, il ne faut pas s'arrêter à une loi qui change. Il ne faut pas s'arrêter en fait à des personnes qui sont butées sur leur propre vie. Il faut voir ces gens-là, leur permettre d'évoluer. C'est ce que nous on essaie de faire, c'est-à-dire leur dire bon, ok, oui vous aviez en fait des méthodes, nous on vous apporte autre chose. Regardez ce qu'on fait. Peut-être vous n'êtes pas convaincu aujourd'hui, vous serez convaincu demain, mais au moins on est acteur du changement. D'accord. Et ce sera un très beau mot de fin. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent que si vous aimez ce podcast qui est totalement libre et non contraint, non payant, tout ce que vous voulez, vous pouvez le partager, le diffuser autour de vous pour justement alimenter la discussion et le débat et faire connaître des solutions ou des visions comme les vôtres. Donc n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et justement à vous intéresser aux solutions qu'on propose. En l'occurrence, aujourd'hui, l'invité, c'était Willy Lionel Pomatios pour l'entreprise Aquama. Merci beaucoup. Merci.